Donc, bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie Freitag, je suis coach en joie de vivre et nous allons passer à peu près 1 heure ensemble aujourd'hui pour aller voir un peu ce que c'est que cette chose-là, qu'est-ce que c'est que le bonheur et la psychologie positive. Avant de commencer, est-ce qu'on peut faire un petit tour pour ceux qui le souhaitent sur comment vous allez, avec quoi vous arrivez aujourd'hui et quelles sont vos attentes par rapport à cet échange qu'on va avoir aujourd'hui? Merci Aurélie. Donc, c'est de la curiosité et à la fois trouver des choses concrètes pour mettre en place dans votre quotidien au niveau professionnel. On est parti pour 1 heure de conférence. Donc, ça, c'est fait. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu du bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Et je vais vous faire découvrir. Alors, on ne va pas faire le tour de tout le sujet parce que il faudrait faire des stages et des séminaires entiers pendant des semaines pour pouvoir comprendre vraiment la totalité du sujet. Mais déjà, on va survoler qu'est-ce que c'est que la psychologie positive. Et puis, je ne veux pas vous laisser repartir sans rien. Donc, je vais vous donner 11 leviers qui ont été étudiés autour du bonheur et comment faire pour se sentir plus heureux dans nos vies au quotidien, qui fonctionnent sur toutes les espèces humaines. Toute l'espèce humaine, il n'y en a qu'une en fait. Donc, avant de commencer, je vais déjà vérifier que vous êtes en bonne disposition pour écouter cet atelier. Donc, je vais vous demander de vous étirer et de bâiller. Faire comme le chat, là. Comme ces deux petits chats. Parce que pour avoir les 2 oreilles bien ouvertes, eh ben, il faut savoir aussi se détendre. Alors, vous pouvez faire ça avec les vidéos fermées, comme ça personne ne vous voit, vous êtes tranquille. Voilà, c'est juste pour se mettre dans le contexte. Vérifiez que vous avez de l'eau, de quoi noter, que vous êtes dans un espace tranquille où il n'y aura pas d'oreilles indiscrètes qui vous dérangent et que vous n'avez pas des bruits derrière vous qui puissent vous déranger, genre vos enfants, votre mari, une chèvre, enfin bon, un truc qui pourrait faire du bruit et qui pourrait être dérangeant pour vous. Je vais vous laisser libre d'ouvrir et de fermer vos micros quand vous le souhaitez. Je vous demanderai juste de fermer vos micros quand il y a du bruit autour de vous pour ne pas déranger le reste du groupe. Merci d'avance. Donc, moi, je m'appelle Stéphanie Freitag. Je suis coach en joie de vivre. Ça, c'est un titre que j'ai donné pour regrouper plein de trucs que je fais depuis très longtemps. En gros, moi, je suis rentrée dans une quête du bonheur en 2003 après un accident qui m'a laissée handicapée et j'ai réussi à récupérer, à aller mieux physiquement. Et puis, j'ai fait ce constat de mais je ne suis pas heureuse, j'ai tout pour l'être et je ne le suis pas, je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a pas de raison, je ne suis pas plus bête qu'une autre, mais je ne suis pas heureuse, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, j'ai cheminé, j'ai étudié plein de choses pour découvrir qu'est-ce qui ne fonctionnait pas en moi. J'ai commencé à aller chercher à l'extérieur ce qui pouvait me rendre heureux. Et puis, rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui se passaient quand même plutôt à l'intérieur à ce niveau-là. Donc, je ne vous ferai pas le détail de tout ce que j'ai étudié, mais en gros, il y a plein de choses. Voilà, ça va de la méditation, de la rigologie, de la sophrologie, de l'hypnose, de la CNV, plein de choses. Et surtout, je suis une grande passionnée de psychologie positive, de régulation émotionnelle et de neurosciences également. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est la psychologie positive. J'ai un ami à moi qui s'appelle François Lemay, qui est un Québécois avec un accent à couper au couteau que j'adore, voilà, qui m'a prêté quelques images pour illustrer mes propos pendant cette conférence. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais la majorité des gens cherchent le bonheur à l'extérieur d'eux. C'est quoi le bonheur? Oui, moi, je vais être heureux quand j'aurai une maison. Moi, je serai heureux quand j'aurai des enfants. Moi, je serai heureuse quand je serai mariée, que je serai en couple. Moi, je serai heureuse quand j'aurai un autre travail que celui-là, voyons. Et on cherche, on glane, on cherche tous à être plus heureux dans nos vies, sauf qu'on n'y arrive pas. Parce que le bonheur, c'est quelque chose qui se cultive en soi. C'est quelque chose qui est spécifique à chaque personne. Si vous piquez le bonheur de quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas sur vous. Ce qui rend heureux une autre personne ne vous rendra pas heureux. Par exemple, il y a des gens qui rêvent d'avoir des enfants, d'autres qui rêvent de ne plus les avoir. Il y a des gens qui rêvent de se marier et d'autres qui rêvent de ne plus avoir leur mari. Voilà, on peut aller loin comme ça. Il y a des gens qui rêvent de voyager et d'autres qui aimeraient bien moins voyager dans leur travail. Voilà. On est vraiment avec des besoins différents
les uns des autres par rapport au bonheur. Et c'est quelque chose qu'on doit découvrir. Et ça se découvre au fur et à mesure du chemin. C'est-à-dire que ce qui vous rend heureux aujourd'hui, c'est peut-être pas ce qui vous rendait heureux quand vous aviez 15 ans. Sûrement pas. Et c'est pas ce qui va vous rendre heureux dans 15 ans. Donc, ce qui importe le plus, c'est le aujourd'hui, ici et maintenant. C'est le cultiver, c'est de fabriquer votre petit pot de miel, là. Votre bonheur. Il est ouf et c'est quoi? Donc, à un moment, il va falloir se poser la question. Et essayer de sortir de cette recherche extérieure, cette recherche de matériel ou cette recherche de connaissances. Il faut que je comprenne, il faut que je sache, il faut que je lise plein de bouquins. Et à un moment, il faut intégrer et maîtriser les sujets. Il faut les expérimenter, il faut les goûter, il faut les glaner. Donc, c'est réussir à un moment dans notre vie à sortir de l'avoir, du faire, pour être. Alors ça, c'est une grande question. Qui sommes-nous? Qui es-tu? Qui je suis? Bon, un être humain avec un corps, 2 bras, 2 jambes, pour la majorité d'entre nous, c'est déjà pas mal. Et cette quête, cette recherche d'être heureux. Et sur notre chemin du bonheur, on a cette croyance que quand on arrivera sur la ligne d'arrivée, on sera heureux. Oui, ce jour-là, je serai heureuse. Et en fait, une fois qu'on arrive sur cette ligne d'arrivée, exemple, vous vous dites que dans votre couple, vous serez heureux quand vous serez marié. Vous arrivez le jour du mariage et il y a plein de choses qui ne se passent pas comme vous vouliez. Tant que vous étiez dans l'imagination, l'idéalisation de ce moment-là, c'était bien. Mais le moment où vous êtes dedans, c'est moins sympa. Par exemple, il y a des études qui ont été prouvées, qui ont été faites et qui ont prouvé que le moment où les gens sont le plus heureux, ce n'est pas le moment où ils partent en vacances. C'est le moment où ils préparent leurs vacances. Parce que le jour des vacances, réellement, il y a plein de choses qui ne se passent pas comme on veut. On ne va pas trouver notre passeport, on va avoir des coups de flip, l'avion va avoir du retard, et puis arriver sur les lieux, paf, pas de bol, il pleut, et après il fait beau, et puis après on prend un coup de soleil, donc du coup on a mal. Voilà, il y a plein de choses. En fait, la réalité, la vraie vie, la vraie de vrai, c'est pas du tout blanc ou du tout noir. C'est du confort et de l'inconfort. Le chemin qu'on va prendre, qu'on va suivre, c'est dedans que se cache notre bonheur. C'est pas dans l'objectif. Je serai heureux quand j'aurai mon diplôme. Vous avez peut-être eu ça quand vous avez passé vos examens, enfin quand vous avez fait des études. Vous faites 5 ans d'études pour avoir le diplôme. Et le jour où vous l'avez, vous vous rendez compte que vous allez passer par une phase où il va falloir chercher un travail. Ben, c'est peut-être pas forcément super confortable. Ben, le bonheur, il se trouve dans tous les petits instants, dans le présent, dans l'ici et maintenant. Par exemple, vous pouvez observer la pièce qui est autour de vous. Tout ce qui est dans votre pièce, là, quel que soit l'endroit où vous êtes. Et vous observez toutes les choses qui vous font du bien. Toutes les choses que vous trouvez jolies ou agréables. Et je suis sûre que vous allez trouver au moins une chose. Mais notre cerveau, il a tendance à accrocher plus facilement tout ce qui est négatif. Ça, c'est parce que notre cerveau, il est construit, conçu initialement pour notre survie. Il n'en a rien à secouer du bonheur. Il s'en fiche totalement. Lui, les petits oiseaux qui chantent et le soleil qui brille, il s'en fiche. Par contre, le buisson qui commence à bouger derrière lequel il pourrait se cacher un lion, ça c'est important. Notre cerveau, il n'a pas vraiment évolué. C'est toujours le même depuis l'âge de Cro-Magnon. Donc, il a peur qu'on se fasse bouffer. Donc, il nous fait des réactions un peu démesurées par rapport à la situation actuelle. Oui, effectivement, le gars d'à côté vient de te klaxonner, mais il n'est pas en train de vouloir te trucider. Il a juste klaxonné. Tout va bien. Et notre cerveau reptilien nous fait surréagir. Il a 3 modes pour surréagir. L'attaque, la fuite
ou rester statique. Et tant qu'on n'a pas cultivé notre cerveau, qu'on ne lui a pas appris à monter au niveau cérébral, au niveau du cerveau préfrontal, eh ben, on va être dans des réactions impulsives. Mais on a le choix. L'être humain est un animal qui a cette merveilleuse possibilité de pouvoir choisir. Choisir de poser d'abord notre intention ou d'écouter nos impulsions. Et notre bonheur, il se fait dans cet espace-là, d'en cultiver notre capacité à pouvoir monter dans notre cerveau préfrontal, à choisir. Alors, ça ne se fait pas en une fois. Hein. Au départ, on se voit faire mal. On se voit faire de travers. Et quand on commence à se voir faire mal, c'est déjà qu'on a évolué. On a déjà avancé. L'étape d'après, c'est de pouvoir influencer ce qu'on est en train de voir et d'analyser. Et puis l'étape d'après, c'est de devenir inconsciemment compétent. Donc là, dans ces cas-là, vous faites bien et vous n'avez même plus besoin de faire attention à ça. Donc je vous invite aujourd'hui à cultiver vos yeux pour observer ce qui vous rend heureux dès aujourd'hui. Il y a un journal indien qui a mis un gros titre il y a 3 semaines à peu près, qui disait que les Européens sont heureux, mais ils ne le savent pas. Effectivement, en fait, il y a un peu de ça. C'est qu'on a tous la chance d'avoir un toit sur la tête. On a tous la chance d'avoir de l'électricité, de l'eau chaude. Vous ouvrez le robinet, l'eau, elle est chaude d'un côté, froide de l'autre, et en plus, elle est potable. Non, mais sur la planète, il y a plein d'endroits où ce n'est pas le cas. Vous ouvrez vos placards, il y a plein de vêtements. Vous ouvrez votre frigo, il y a plein à manger. Vous allez dans les supermarchés, il y a des choses à manger. Il y a des pays où les rayons, ils sont vides. Notre cerveau s'habitue à tout. Et il s'habitue même aux choses qui nous font du bien. Et donc, du coup, notre chemin de bonheur, c'est de cultiver nos yeux pour observer ce qui nous rend heureux dans notre vie, de tous les jours, dès maintenant. Regardez, observez votre vie. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Vous avez des enfants peut-être? Vous avez peut-être un travail? Si vous êtes là, normalement, vous avez un travail. Vous avez de l'argent qui rentre sur les comptes. Vous avez le soleil qui brille. Vous avez de l'oxygène à profusion. C'est de réussir à cultiver ces yeux-là qui nous permettent de voir et de revenir à cette chance qu'on a d'être en vie, tout simplement. Martin Seligman est l'un des premiers précurseurs à avoir étudié, c'est un chercheur en psychologie, il est américain, et il a lancé le mouvement de la psychologie positive. C'est une technique qui a permis d'étudier un peu différemment l'angle de l'être humain. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, enfin jusqu'aux années 98, les psychiatres étudiaient ce que les gens font, enfin, comment aider les gens pour aller un peu mieux, ceux qui étaient vraiment avec des grands troubles psychiatriques. D'accord ? Donc, c'est les aider à monter jusqu'à un niveau 0. La psychanalyse, ça a aidé les gens qui oscillaient entre le 0 et le -2, -3. Voilà. Les gens qui étaient un peu en dépression, les gens. Voilà. Et puis, il n'y avait rien qui étudiait ce qui était au-dessus. Qu'est-ce que les gens pouvaient faire pour être plus heureux dans leur vie? Qu'est-ce que les gens heureux faisaient différemment pour être heureux? Et Martin Seligman, il s'est retrouvé président, alors je vais le dire en anglais, c'est pas forcément mon fort, American Psychological Association. I speak English very well. Et dans cette présidence, il s'est dit, bon ben, lui était spécialiste en dépression, il s'est dit, bon, ce serait bien d'aller regarder un peu les choses différemment. Et il a proposé de faire une année d'études autour de la psychologie positive. Alors lui était spécialiste de la dépression, c'était pas trop son truc d'aller regarder ce que les gens font pour aller bien. Et il a pris l'avion avec un entrepreneur. Et pendant leur discussion, ils se sont retrouvés assis l'un à côté de l'autre, ils ne se connaissaient pas. Et pendant leur conversation, en fait, l'entrepreneur lui a appris que dans son entreprise, il ne critiquait jamais les gens, il ne mettait jamais le doigt sur leurs erreurs.
ce qu'il faisait mal, ou voilà, ce qu'il ratait. Mais par contre, il valorisait tout le temps ce que les gens faisaient de positif. À chaque fois que quelqu'un faisait lancer un nouveau produit ou avait une innovation ou une super idée, il le mettait en avant. Et il mettait même les gens tellement en avant qu'ils avaient un système de classification où ils affichaient, c'est à l'américaine, hein, ils affichaient la photo de la personne à l'entrée de leur bureau pour dire, bah voilà, lui, il a fait un super truc cette semaine, il est vraiment super génial. Voilà. Et toutes les semaines, comme ça changeait. Et en fait, le fait de faire ça, il avait des vrais changements. Alors déjà, chaque personne était vraiment motivée pour venir travailler. À chaque fois qu'il y avait une erreur, on ne regardait pas du tout l'erreur. La personne s'auto-régulait et allait chercher elle-même des solutions parce que son objectif, c'était de réussir. Et donc, du coup, la personne elle-même trouvait des moyens pour apprendre de son erreur, ne plus refaire la même erreur, développer, demander des formations, demander à des personnes qui savaient faire. Voilà. Et chaque personne devenait autonome dans sa capacité d'évoluer. Et son entreprise fonctionnait super bien. Ils avaient un super chiffre d'affaires et les gens étaient contents de venir travailler et donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, Martin Seligman, c'est lui qui travaillait sur des gens dépressifs en permanence. Et c'est bizarre quand même, c'est pas du tout la façon dont ça se passe dans mon cabinet. Et donc, ça l'a titillé. Et voilà, pendant cette année où il avait cette présidence, il a vraiment cherché à trouver des clés de qu'est-ce que les gens qui vont bien font pour aller bien. Et ils ont lancé des tonnes d'études. Et en fait, cette recherche ne s'est jamais arrêtée. Depuis 1998, les chercheurs partout dans le monde, des chercheurs partout dans le monde, étudient la psychologie positive. Donc, c'est tout ce que font les gens qui vont bien pour aller bien. Qu'est-ce que les gens peuvent faire? Une personne qui se sent à 0, par exemple, ni bien ni pas bien, qu'est-ce qu'elle peut faire pour monter à 1, à 2, à 3, à 4, à 5? Et ils ont étudié. Ils ont fait plein d'études différentes sur ce sujet. Une des études a déterminé les facteurs d'influence de notre niveau de bonheur. Donc, ils ont déterminé qu'il n'y a que 10% des circonstances de notre vie qui ont une réelle influence sur notre niveau de bonheur. Donc, quelqu'un qui gagne au loto, au bout d'1 an, il revient au même niveau de bonheur qu'avant d'avoir joué. Et d'ailleurs, le pic de bonheur, c'est au moment où il a les bons numéros. Après, c'est mélanger du stress. Et ils ont déterminé aussi qu'il y avait une part génétique. Donc, si vous naissez dans une famille qui sait faire, qui a développé son cerveau en mode bonheur, qui n'est plus en mode survie en permanence, vous allez avoir comme une langue maternelle du bonheur. Alors, vous allez me dire que ces familles-là, il n'y en a pas beaucoup quand même, hein. On a tous quasiment eu une enfance, on n'a pas des parents parfaits. D'ailleurs, nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits et ce serait un peu dommage d'être parfait. Donc, on est plus ou moins bien régulier, bien outillé pour avoir un niveau de bonheur suffisant à notre goût. On va dire ça comme ça. Par contre, on a une marge de manœuvre qui est quand même énorme, de 40%, qui dépend de nos habitudes. Ça dépend de nous, de chacune de nos actions, de ce qu'on peut faire. Donc, on a un taux d'influence de notre niveau de bonheur qui est facile d'accès, c'est 40%. Alors, sur les 50% dus à la génétique et l'environnement social dans lequel on a grandi, personne n'est à 0. Même un enfant qui vit dans un pays en guerre, il aura peut-être des gens autour de lui pour le soutenir, un mentor, quelqu'un qui va le guider. Et donc, ça va lui apporter quand même un petit quelque chose. Donc, la majorité d'entre nous, on a déjà 50%, au moins 50% de niveau de bonheur possible. Ça va vous laisser l'espace pour pouvoir vraiment changer votre vie, radicalement. Mais pour ça, il va falloir changer. S'il y a des choses si vous n'êtes pas content de ce que vous avez dans votre vie, il va falloir que vous changiez. Ce qui est en vous, il va falloir changer des choses.
Et personne ne le fera à votre place. Personne n'est mieux outillé que vous-même pour faire changer les choses. Et d'ailleurs, personne ne le fera mieux que vous-même. Si vous avez envie d'un gâteau au chocolat et qu'à aucun moment vous dites, vous allez à la pâtisserie pour acheter un gâteau, ou vous dites à quelqu'un de ce que vous avez envie, personne ne va pouvoir déterminer ce qui est dans votre tête. On a ce leurre qui vient de notre enfance parce qu'on avait des parents qui nous rendaient heureux, en tout cas qui essayaient. J'y arrivais plus ou moins. Mais du coup, en passant à l'âge adulte, on a tendance à avoir oublié que c'est à nous de le faire. Notre mari, ce n'est pas sa responsabilité de nous rendre heureux. Notre femme non plus. Nos enfants non plus. Nos parents non plus. Nos voisins non plus. Notre chef non plus. Notre RH non plus. C'est à nous. C'est à nous d'agir pour ça. Alors, je vais vous donner des outils pour ça. Mais avant, on va aller regarder les résultats. La psychologie positive, donc du coup, a étudié énormément de leviers et a mis en place des exercices pour pouvoir stimuler notre niveau de bonheur. Au quotidien, là tout de suite, quel que soit ce qu'on vit, quels que soient les événements qu'on vit actuellement. Et ils ont déterminé que ils ont étudié tout ça, et les résultats qu'ils obtiennent, c'est surtout ça qui nous importe, c'est une meilleure qualité de vie. Moins de peur au quotidien, moins sujet au stress, à l'anxiété, une meilleure longévité, c'est-à-dire vivre mieux et plus longtemps, certaines maladies qui disparaissent, toutes les maladies liées au stress, les tensions, problèmes de tension, les problèmes d'ulcères, les problèmes de dépression, voilà, les problèmes de pression artérielle, choses comme ça, les urticaires et choses comme ça. C'est des maladies qui sont plutôt dues au stress. Et puis cette satisfaction de vivre jusqu'à notre dernier souffle avec un sentiment de réalisation. Il y a plus de 95% des gens qui arrivent à leur dernier jour de vie en ayant plein de regrets. Des grands regrets, des petits regrets. Et la psychologie positive amène cette ouverture de se dire ce serait cool quand même de finir notre vie en se sentant satisfait, avec ce sentiment de réalisation. J'ai fait quelque chose de ma vie. C'est pas que notre vie a un sens en particulier, mais nous y avons mis du sens. La vie, elle est impermanente. Tout notre vie est faite d'événements. Et on n'est pas là pour juger la pertinence des événements qu'on vit. On n'est pas là pour dire qu'on a de la chance ou pas de chance. On est là pour apprendre à surfer, pour apprendre à danser avec les événements qui nous sont offerts. On n'a pas le choix. Personne n'est à l'abri d'événements dans sa vie. Il va y avoir des décès, il va y avoir des maladies, il va y avoir des accidents. Il va y avoir aussi des naissances, des mariages. Il va y avoir des changements de travail, des changements de lieu de vie. L'objectif, pour être heureux, si vous avez cette envie, c'est d'apprendre à danser. Quels que soient les événements qui vous sont offerts. Et quand on prend cette conscience qu'on est mortel et qu'un jour, on va mourir aussi, la vie, elle prend du goût. Elle devient savoureuse. Parce qu'on cherche ce qui nous rend vivants aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous rend vraiment vivants? Et ce n'est pas notre cerveau qui trouve ça, c'est notre cœur. Ou d'autres choses. Pour influencer notre niveau de bonheur, il y a 11 leviers, selon la psychologie positive.
Il peut y en avoir d'autres, hein. Ce n'est pas exhaustif. Mais en tout cas, ces 11 leviers-là, vous avez moyen de jouer dessus. Alors, il n'y a pas besoin de jouer sur les 11. Vous pouvez en prendre un ou deux et puis chercher à le cultiver. Ça va vous permettre de vous sentir mieux dans votre vie. Le premier de ces leviers, c'est de cultiver notre optimisme. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment on fait ça? Un truc tout bête, ce qu'on vient de faire là, il y a une demi-heure, rire. Rire, ça cultive votre optimisme. C'est un truc tout simple. Rajoutez un sourire sur votre visage. Vous saviez que si vous gardez un faux sourire sur votre visage pendant plus de 20 secondes, il se transforme en vrai sourire. C'est génial quand même. L'optimisme, c'est pas être, ne plus voir les côtés négatifs de la vie, c'est de les connaître et s'en détacher. Oui, effectivement, ça peut arriver. Demain, je peux mourir, oui, c'est sûr. Mais alors, aujourd'hui, maintenant, je vais faire ça. C'est ça l'optimisme. Le deuxième levier au bonheur, et d'ailleurs, c'est celui qui a eu les meilleurs résultats sur tous les leviers qui ont été testés, tout ce qui touchait à la gratitude, exprimer sa gratitude, avait des effets énormes sur les personnes. Quelles que soient les études que Martin Seligman a fait, à chaque fois qu'il mettait de la gratitude dessus, en plus, il avait un résultat encore plus efficace. La gratitude, c'est cette sensation de reconnaissance. C'est un sentiment qu'on développe de se sentir heureux de vivre un événement. Par exemple, vous pouvez sentir de la gratitude quand quelqu'un vous fait un cadeau, par exemple. Vous êtes content. Mais vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez sentir de la gratitude pour des choses plus généralistes. Être en gratitude d'être en vie. Enfin, on a quand même un coup de bol quand même monumental de réussir à vivre et à continuer chaque jour voilà, à vivre, à être en bonne santé, avoir 2 mains, 2 jambes, d'avoir 2 oreilles, une bouche, 2 yeux, et de cultiver ça. Cette chance qu'on a d'être en vie. Alors pour ça, il y a plein de moyens. Un qui est pas trop difficile d'accès, c'est d'aller regarder les méditations qu'il peut y avoir sur Internet autour de la gratitude. Écoutez des conférences sur la gratitude. Ou juste poser votre attention. Tiens, pourquoi j'ai de la gratitude aujourd'hui, là, pour cette journée? Qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie qui m'amène de la gratitude? Et puis, pas hésiter à poser un merci. Dans les petits jeux qu'on m'avait fait faire pour cultiver ma gratitude, on m'avait dit qu'à chaque fois que, j'ai fait ça il y a des années maintenant, il y a une quinzaine d'années, à chaque fois que je croisais un feu vert, il fallait que je pose un merci. Bon, je disais rien quand j'avais un feu rouge. À chaque fois que je voyais un feu vert, je disais un merci. Bon, c'était une période où je conduisais beaucoup. Vous trouvez le moyen que vous voulez. Il faut être créatif. Mais par contre, les effets sont très importants. Et qu'à partir de ce moment-là, mon attention n'était posée que sur les feux verts. Et donc, des fois, je voyais des lignées entières de feux verts. Et ça me portait. Alors qu'avant, à chaque fois que j'avais un feu rouge, oh, je suis encore coincée. Oh, voilà. Et ben, une fois que j'ai mis en place ça, le discours intérieur qui allait avec s'est mis à changer. Puisque je posais mon attention sur les feux verts et du coup, j'arrêtais de poser mon attention sur les feux rouges. Et plus vous avez cultivé votre attention sur les choses positives qui sont dans votre vie, moins les choses négatives vont avoir de l'influence. Le troisième levier, c'est de moins penser. Excusez-moi, je bois un coup. L'être humain pense en moyenne 90 000 pensées par jour. Et la majorité d'entre nous sommes persuadés que nos pensées, c'est un peu qui on est. On peut ralentir le flot de nos pensées. Pour ça, il suffit de se connecter à l'instant présent, à nos sensations corporelles, par exemple. On peut boire de l'eau, comme je viens de faire. Ça ralentit les pensées. On peut écrire. Quand on écrit,
notre cerveau, il est occupé en même temps à chercher l'orthographe, les lettres, vérifier comment on écrit, la syntaxe et tout ça, et que ça a un sens particulier. Donc ça ralentit aussi les pensées. Si on a trop de pensées, ça nous fatigue. C'est une usine aussi qui fabrique les pensées et elle consomme. Et si vous pensez beaucoup trop, vous allez surconsommer votre cumul. Tous les matins, on se lève avec à peu près un cumul de 2000. Et bien, si on en utilise 1500 juste avec nos pensées, il ne nous reste que 500 pour faire le reste de la journée. Et on va se dire, oh, je ne comprends pas, j'ai pas d'énergie, je suis tout le temps fatiguée. Tu as beaucoup de pensées dans ta tête ou pas? Les moyens, vous avez la méditation, la sophrologie, et puis tout ce qui peut vous ramener à votre ici et maintenant. Toutes les choses que vous faites où vous ne voyez pas le temps passer. Si vous avez des passions, par exemple, vous allez pouvoir vous rendre compte que quand vous êtes passionné par quelque chose, le temps passe super vite. Alors, il y en a, c'est jouer avec leurs enfants. Il y en a, ça va être peindre. Il y en a, ça va être lire un livre. Essayez de trouver vos moyens à vous d'influencer ce niveau de pensée. Il faut que vous sachiez que 95% de nos pensées d'hier sont les mêmes qu'aujourd'hui. Si on attend que nos pensées, elles changent par elles-mêmes, ça ne viendra jamais. Notre usine qui fabrique des pensées, c'est un GPS. Il calcule plein de trucs. Il vous raconte plein de trucs. Mais à un moment, il va falloir que vous donniez la destination. C'est à vous de dire, eh oh, là, tu es en train de m'emmener à Marseille, je t'ai demandé d'aller à Lille. S'il te plaît, tu me ramènes du bon côté. Peut-être dans le sens inverse si vous préférez. Vous avez le choix d'observer vos pensées et juste dire, mais attends, je pense à ça, pourquoi je pense à ça? Ça ne va pas. Exemple, si vous pensez que votre voisin est un... j'allais dire un gros mot, mais ça ne va pas le faire, que vous ne l'aimez pas du tout, votre voisin. Voilà. Hein, votre usine à penser va vous fabriquer, va écouter en fait cette idée que vous avez que votre voisin, c'est vraiment... Hein, et il va vous donner un alibi, une arme, un lieu pour enterrer le corps et les moyens pour y arriver. Si vous êtes choqué d'avoir ces pensées-là, c'est juste qu'il a écouté le fait que vous voulez trucider votre voisin parce que vraiment, vous n'en pouvez plus. Ce n'est pas de sa faute à lui s'il vous a calculé tout ça. C'est à vous d'observer ces pensées-là en disant non, mais ça, non, allez, on va mettre autre chose. Mon voisin, il fait ce qu'il peut, on va le laisser là où il en est. D'ailleurs, en parlant de ça, mon ami François Lemay, que j'aime beaucoup, il dit souvent que ces genres de personnes, c'est nos anges déguisés en trous du cul. Vous savez, toutes ces personnes qui vous emmerdent tout le temps, en fait, ils sont là pour appuyer sur les boutons qu'on n'arrive pas à voir. Parce que si on n'avait pas de bouton d'endroit sensible, en fait, ça appuierait et ça ne ferait rien. Si ça nous fait surréagir à chaque fois qu'on appuie dessus, c'est parce que c'est un endroit qui n'est pas guéri, qui n'est pas blessé. Qui est encore blessé, je veux dire. Et donc, du coup, ça nous fait surréagir. Bon, on n'est pas obligé non plus de leur dire merci à nos anges déguisés en trous du cul, ce serait bien qu'ils la ferment de temps en temps. Pardon, excusez-moi du langage. Voilà. Mais ce n'est pas à vous de juger qui est là, qui devrait être dans votre vie ou pas. Et vous avez le droit, par contre, de moins les voir de temps en temps. Et donc, dans vos pensées, apprendre à cultiver cet art de moins penser. Ce n'est pas de plus penser, parce que votre usine à penser, elle va continuer à penser tout le temps. D'accord? Elle va continuer à juger, elle va continuer à mettre des étiquettes. Notre cerveau, il sert à ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez un plateau comme ça avec 4 pieds, votre cerveau automatiquement dit ça, c'est une table. D'ailleurs, les enfants, vers 2-3 ans, on leur montre, même avant même, des livres d'images en disant ça c'est une chèvre.
Des fois, elle est super mal dessinée, mais c'est pas grave. Notre cerveau apprend à mettre des étiquettes partout et à étudier et à juger tout ce qui est autour de lui. Et heureusement qu'à chaque fois que vous voyez une porte, vous savez que c'est une porte et qu'elle s'ouvre. Si vous deviez analyser à chaque fois et vérifier qu'elle s'ouvre à chaque fois, enfin, ça serait un bordel pas possible, d'accord, dans la tête. Donc, c'est une bonne chose que notre cerveau y juge et y met des étiquettes. Par contre, on peut choisir certains de nos jugements. C'est-à-dire que dire que toutes les blondes conduisent mal, c'est peut-être pas tout à fait, c'est peut-être une généralité qu'on pourrait réduire. Donc, vous avez l'option, en fait, à chaque fois que votre cerveau il va mettre une étiquette quelque part, vous allez avoir une pensée d'un jugement ou de quelque chose qui est autour de vous, d'observer que c'est votre cerveau qui met une étiquette, et vous avez le droit de ne pas mettre de colle dessus pour pouvoir la changer quand vous allez vous rendre compte que c'est indifférent. Vos anges déguisés en trous du cul, par exemple, ils pourraient très bien évoluer aussi et devenir juste des anges. Bon, peut-être pas. Bon, à voir. Tout est impermanent, même eux. Le quatrième levier pour prendre soin de notre bonheur, c'est prendre soin de soi. Thomas Dansbourg, qui est un conférencier autour de la communication non violente, dit une phrase qui a mis pas mal de temps à cheminer en moi. Hein. Ça a été un peu long. Quand on prend soin de l'autre en se négligeant, on entretient la négligence et non le soin. Quand on prend soin de l'autre en se négligeant, on entretient la négligence et non le soin. On a cette croyance chez nous que s'occuper de soi, c'est égoïste. Il y en a qui vont à l'excès inverse, qui sont trop à se glorifier. Bon, voilà, mais il faut trouver un juste équilibre. Pour pouvoir offrir aux autres le meilleur de nous-mêmes, il va bien falloir qu'on se sente bien. Vous avez déjà remarqué que quand vous étiez heureux, quand vous vous sentez heureux, vous êtes plus agréable avec les gens qui sont autour de vous. Quand ça ne va pas, vous faites la tronche et donc vous n'êtes pas très agréable avec les gens qui sont autour de vous. C'est de la base, hein, c'est basique. Et on a tendance à croire que c'est la faute des autres. À quel moment on prend soin de soi? En premier, vérifiez que vous dormez bien, que vous mangez bien, que vous êtes en lien avec des amis, que vous vous sentez plus en lien avec la nature, par exemple. Et des petites choses. Il n'y a pas besoin que ça dure 15 ans. C'est tous les jours. Et puis pas attendre d'être en vacances. La génération avant nous, ils attendaient d'être à la retraite pour faire tel et tel truc. Sauf qu'il y en a plein qui ne sont pas arrivés à la retraite. Dans notre génération, on attend d'être en vacances pour faire plein de trucs et d'être heureux. Et quand on arrive en vacances, on dit « je dors », voire on est malade. Je comprends pas, à chaque fois que je suis en vacances, j'attrape la grippe. Ben oui, il fallait peut-être attendre de prendre soin de toi un petit peu avant, en fait. Donc ça, vous allez me dire, oui, mais c'est bien facile, mais comment je fais quand j'ai une journée de boulot et que j'ai plein de trucs à faire? Ben, peut-être qu'il faut apprendre à dire non ou à trouver des espaces dans votre quotidien où vous mettez des respirations. J'ai mis en place avec un groupe d'infirmières qui travaillaient dans un hôpital où elles enchaînaient les passages dans les chambres. À chaque fois qu'elles changeaient de chambre, elles prenaient 5 secondes pour elles. Elles attrapaient la poignée, elles respiraient, elles se prenaient juste 5 secondes pour elles. Et après, elles rentraient dans la chambre d'après. Parce qu'elles étaient minutées sur le temps qu'elles passaient dans chaque chambre. 5 secondes. Et c'est 5 secondes pour elles, qu'elles faisaient à chaque fois qu'elles changeaient de chambre. Donc toutes les 10 minutes, elles se prenaient 5 secondes pour elles. Et ça, vous pouvez le caler où vous voulez. Le prendre soin de vous, vous pouvez le mettre où vous voulez. Vous pouvez prendre soin de vous pendant que vous prenez une douche, pendant que vous vous occupez de vos enfants, pendant que vous êtes en train de taper un mail, pendant que vous mangez le midi.
Ça n'a pas besoin d'être long. Ça a besoin d'être régulier. Et dès aujourd'hui. Alors, vous vous souvenez, hein, vous n'êtes pas obligé de faire tous les leviers en même temps. Hein. Vous ne révolutionnez pas votre vie en une seule journée. Vous allez vous mettre un coup de pression énorme et vous allez vous culpabiliser parce que vous n'allez pas y arriver. Tout va bien. Une chose à la fois. Tranquille. Le levier 5, c'est se soutenir dans les creux de vague. La vie, elle est faite de contraction et d'expansion. Ça se contracte et ça grandit encore plus. Ça contracte, ça grandit encore plus. Dans les moments où ça contracte, il faut qu'on arrive à se mettre en place un environnement qui va devenir soutenant. Donc déjà, observez le lieu où vous vivez. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est soutenant pour vous? Vous observez. Alors, je ne vous demande pas de changer votre conjoint. D'accord? Ce n'est pas l'objectif. C'est juste de mettre en place des choses qui sont soutenantes. Par exemple, vous pouvez, avant même d'être dans un creux de vague, sélectionner les copines que vous appelez, les copains que vous appelez. Il y en a certains, ou même les personnes que vous appelez. Moi, je vois ma mère, par exemple, j'évite de l'appeler quand je ne vais pas bien. Parce qu'elle a le verbe cinglant, elle a tendance à m'enfoncer encore plus. Bon, je sais que je l'appelle quand je vais bien. Et quand je suis dans un creux de vague, il y a des personnes, voilà, qui disent, non, j'appelle pas machin, je vais appeler machin. J'évite de les voir aussi. Ça devient soutenant pour moi. Dans les choses soutenantes que je peux avoir dans mes creux de vague, je me mets des citations de personnes que j'aime bien, ça me soutient, ça me fait du bien. Ou je vais regarder une vidéo, écouter une conférence. Et ça, je les ai présélectionnés parce que ce n'est pas au moment où je suis au fond de ma piscine que je suis capable de faire ça. J'y ai déjà pensé avant d'être dans le creux. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de la piscine, c'est normal de plonger. Tous les êtres humains ont besoin de plonger de temps en temps pour aller regarder un peu ce qui ne va pas dans leur vie. C'est physiologique, c'est normal. C'est par exemple, si jamais à aucun moment vous regardez sous votre lit s'il y a des peluches de poussière, vous ne ferez jamais le ménage. Eh bien, c'est normal de plonger au fond de la piscine. Par contre, quand on arrive au fond de la piscine, normalement, ça fait toc et ça remonte. Et ça remonte très puissant. Il y a un moment où on va toucher le désespoir. Et là, à ce moment-là, il y a de la motivation énorme qui remonte et qui nous permet de remonter en flèche. Le problème, c'est qu'assez souvent, quand on arrive là, il y a notre mental qui tourne en rond et qui nous raconte des histoires pour nous maintenir au fond de la piscine. Et on a l'impression qu'on va se noyer. Et c'est nous tout seuls. Hein. On est en train de se raconter des trucs. C'est pas notre faute, c'est parce qu'on n'a jamais appris à faire autrement. Et c'est pas au moment où on est au fond de la piscine qu'on apprend à le faire. C'est un petit peu difficile à ce moment-là. C'est encore faisable. Mais c'est un peu plus compliqué. Vaut mieux qu'on apprenne à le faire quand on surfe en haut, quoi, quand on est sur net. Ah, c'est cool, la vie elle est géniale et tout, je suis super content. Sauf qu'assez souvent, on attend d'être au fond. On attend. Non, mais c'est bon, on est là. Puis ouais, mais pour le moment, ça va. Ouais, mais pour le moment, ça va, je tiens le bon. Puis je tiens le coup, je tiens le coup. Et puis on attend d'être vraiment au fond de la piscine. On se dit, ah, j'ai besoin d'aide. C'était mieux de faire quand tu es là, parce que si quand tu es là, c'est plus difficile quand même. Mais c'est pas grave. Vous allez apprendre, développer, évoluer. Le 6e, c'est approfondir les liens sociaux. Alors ça, c'est... Il y a une étude qui a été faite récemment qui m'a fait un peu rire sur ce truc-là. En fait, on n'est vraiment pas égaux entre les femmes et les hommes. C'est-à-dire qu'une femme, pour être heureuse, elle a besoin d'amis, de copines. Un homme, pour être heureux, il a besoin d'une femme. Donc un homme, en fait, il va trouver son bonheur dans son couple. Une femme, elle va trouver des ressources dans ses copines. Par contre, assez souvent, une femme, elle va espérer que ce soit son mari qui la rende heureux. Ça, c'est notre syndrome du prince charmant. Vous connaissez un peu ça, syndrome du prince charmant? C'est un truc qui est très ancré dans notre société, notre civilisation même, je dirais, où l'homme est élevé dans le leurre d'être le prince charmant. Il arrive sur son beau destrier blanc, et il va sauver la princesse, et il va l'emmener, et ils seront heureux jusqu'à la fin des jours. Et donc l'homme, il est persuadé qu'il va rendre heureux sa femme. Son objectif, c'est de rendre heureux sa femme. Et sa femme, elle attend que son homme, il la rende heureuse. Mais elle n'y connaît rien au sujet. Oui, j'attends. Et puis elle n'est pas contente en fait, parce qu'à chaque fois, il tape dans l'eau, enfin, il tape à côté, quoi. Et puis lui, il est frustré parce qu'il aimerait bien la rendre heureuse, puis il voit bien que ça ne marche pas. Du coup, ça l'énerve.
Bon, en fait, dans le couple, on est là pour être heureux ensemble, séparément, et on offre à l'autre notre bonheur. Bon, voilà. Bon, je dis ça, au passage. Mais bon, le 6e levier, c'est de renforcer les liens sociaux. Donc, se sentir bien. Vous n'avez pas besoin d'avoir 50 amis. Hein. Vous pouvez en avoir 1 ou 2. Ça suffit. Hein. Voilà. Il y en a qui sont faits pour avoir des grandes listes de plein d'amis. Et puis d'autres, quelques-uns, ça leur suffit. Ça, c'est à vous de jauger le niveau. Par contre, c'est de l'entretenir. C'est-à-dire que c'est à vous de téléphoner de temps en temps. Si vous dites oui, mais de toute façon, il ne m'appelle jamais. Et vous, la dernière fois que vous l'avez appelé, c'était quand? C'est de vous mettre dans l'action, de prendre contact avec les gens et d'entretenir ces relations-là. Le 7e, c'est faire preuve de générosité. Alors, la générosité, ce n'est pas forcément financière. La générosité, ça peut être tout simplement d'ouvrir la porte à quelqu'un, de retenir un ascenseur, de laisser passer quelqu'un qui a un plateau un peu lourd, de laisser passer quelqu'un qui a, même si vous aviez la priorité sur la route, mais que ça bloque un peu le passage, pof, vous le laissez passer. Et bien en fait, ça rend plus heureux d'être généreux. C'est cool. Ce n'est pas des trucs très très compliqués à mettre en place, mais c'est une habitude à changer. Et c'est jamais facile de changer les habitudes. Apprendre à pardonner. Alors celui-là, il couine un peu. Hein. Celui-là, il faut peut-être des fois attendre un peu pour le maîtriser bien. Sachez que la première personne à qui ça fait du mal d'être dans la haine ou dans la rancœur, c'est vous-même. Ça ne va pas changer l'autre que vous lui en vouliez. Ça ne va pas améliorer vos relations, ça c'est clair. Mais ça ne va pas lui apporter quoi que ce soit finalement. Par contre, à vous, oui. Il faut que vous sachiez que, il faut que j'arrête de dire ça, moi. 5 minutes de colère, ça met en place 3 heures de cortisol dans votre corps. Pendant 3 heures, votre corps, il va sécréter de la cortisol et ça va s'arrêter, enfin, ça va se dissiper dans votre sang au bout de 3 heures. J'ai du mal à parler aujourd'hui. 5 minutes de colère. Pour ceux qui se mettent en colère. Moi, pas de temps en temps quand même. Donc, si vous comptez le nombre de fois où vous vous mettez en colère dans la journée, il faut 3 heures derrière pour que ça se calme. Donc, ça ne fait pas du tort à ceux qui sont en face de vous, sauf si ça les met aussi en colère. Mais d'abord à vous. Dans pardonner, c'est surtout accepter de lâcher. Sortir de cette impression d'avoir été, qu'on nous a pris quelque chose. Ça, c'est un truc qu'on se raconte. Et on peut très bien influencer ce qu'on se raconte pour se sentir plus léger et plus heureux. Je n'ai pas dit que c'était facile. Pour cette partie-là, si vous avez des gros trucs lourds, faites-vous aider parce que c'est franchement pas simple. Comme je vous disais, vous ne faites pas tout en même temps. Vous ne faites pas les 11 leviers d'un seul coup. Le 9e, c'est mon petit kiff à moi, c'est savourer les plaisirs de la vie. Tous les petits plaisirs, tous les petits trucs de votre vie qui vous font kiffer. Et vous le mettez en place. Attendez pas les vacances ou je ne sais pas quoi pour vous offrir des petits moments de plaisir. Un petit moment de plaisir, ça peut être un câlin de vos enfants. Ça peut être vous offrir un truc à la boulangerie ou à la cantine, de choisir le gâteau qui vous plaît bien. Ou si vous êtes chez vous, de faire une journée en chaussettes ou en tongs. En ce moment, c'est plus des tongs, il fait un peu chaud. Voilà. Mais avec cette conscience que vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui va vous procurer du plaisir. Que ça ne passe pas inaperçu. Vous vous souvenez, votre cerveau, il ne voit pas trop le positif, en fait, naturellement. Il faut qu'on lui apprenne, qu'on le cultive, qu'on l'entraîne à avoir du positif. Il faut 10 choses positives pour compenser il faut 10 compliments pour compenser une critique.
Vous en avez beaucoup des compliments dans vos vies, vous? À moins de se les raconter. Mais ça, vous pouvez. Vous mettez des post-it. Oh, t'es jolie aujourd'hui. Oh, cool. Oh, je me sens jolie. Oh, c'est cool. Trouvez des endroits où vous avez des petits bonheurs, des petits plaisirs. Et puis, portez votre attention dessus. Cultivez ça. Il y a un exercice qui marche vachement bien pour ça. C'est d'avoir un agenda sur votre table de nuit et vous notez les 3 kiffs. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle 3 kiffs par jour, qui est vachement bien sur le sujet. Et vous notez 3 kiffs que vous avez dans la journée. 3 petits trucs, 3 petits plaisirs du quotidien. Vous pouvez en mettre plus. Hein. Et vous allez voir que même les jours les pires, vous en avez quand même. Il y a toujours des petits bonheurs. Mais ça, il faut cultiver nos yeux pour réussir à les voir. Où est-ce qu'il y a des petits bonheurs? Là, par exemple, si je regarde, bah, voilà, je vois un ciel bleu qui est magnifique avec des nuages blancs. Et moi, j'aime bien, je trouve ça joli. Ça, c'est des petits bonheurs. Vous avez envie de prendre un bain? Soit. Mettez-vous des petites bougies, des senteurs, baissez la lumière, mettez des huiles dans le bain ou ce que vous avez envie. Accentuez un peu le truc. Quand quelqu'un vous fait, votre chéri vous fait un câlin, ça c'est savoureux. C'est un vrai plaisir. Et si vous n'avez pas de chéri, que c'est votre chat, c'est bien aussi. Le 10e, c'est poursuivre des objectifs. C'est avoir des rêves, des envies et de les réaliser. Alors ça peut être des petits trucs. Hein. J'ai envie de partir au Japon. OK. Et décomposer. De ne pas se mettre trop la pression. Le PPP++, c'est le plus petit pas possible que vous pouvez faire en prenant du plaisir. Le plus petit pas possible que vous pouvez faire en prenant du plaisir. Par exemple, si votre idée, c'est de partir au Japon, le plus petit pas possible que vous pouvez faire en prenant du plaisir, ça va être appeler quelques copains qui sont partis au Japon pour savoir comment ils ont fait pour y aller, qu'est-ce qu'ils ont fait, pour que vous puissiez faire une sélection. Et tous les jours, vous faites un pas. Un petit pas, tout petit pas. Et comme ça, vous allez cultiver votre bonheur. Vous allez sentir que vous renforcez ça encore plus. Le 11e, c'est s'ouvrir à plus grand. Alors, c'est de la spiritualité, mais c'est pas forcément que dans des choses religieuses. S'ouvrir à plus grand, c'est se sentir inspiré, se sentir grandi. Par exemple, quand vous avez écouté des conférences, par exemple, moi, François Lemay, quand j'écoute ses conférences, ça m'inspire, ça me fait grandir. Quand je lis un livre, par exemple, de Victor Hugo ou d'Albert Einstein, je suis chimiste, moi j'aime bien les sciences, et ben ça me tire. Je me sens grandi, je me sens un peu mieux, une meilleure version de moi-même. Je me sens tirée vers le haut. Et ça, c'est quelque chose qui doit se cultiver, que vous devez mettre en place dans votre vie parce que personne ne le fera pour vous. Et c'est à vous de trouver vos leviers. Il y a des gens dans votre vie qui vous inspirent, alors que ce soit des personnalités ou des personnes. Et rien qu'être au contact de ces personnes-là, vous vous sentez nourri. Mais il va bien falloir à un moment donné que vous alliez au contact de ces personnes-là. Alors que ce soit à travers des livres, que ce soit à travers des vidéos ou que ce soit en vrai. Quand vous avez la chance d'avoir un super chef que vous êtes tous les jours avec, c'est encore mieux. Bon, des chefs qui nous inspirent, il n'y en a peut-être pas énormément, mais peut-être. Essayez d'observer dans votre vie qu'est-ce qui a un impact sur vous de positif, qui vous fait du bien. Rien que de l'entendre, ça vous fait du bien. Et il y a pléthore. Hein. Alors, sur Internet, vous avez de quoi faire en conférence, en plein de trucs. Et vous prenez 2-3 minutes, 5 minutes, 1 heure, si vous avez, en fonction du temps que vous avez, pour vous y connecter. Et puis, ce n'est pas forcément tous les jours, mais le plus régulièrement possible, pour vous nourrir.
pour pouvoir... Ouais, il y a un moment où pour que vous puissiez donner du positif, il faut bien vous remplir de positif. Ça va pas être... Ça va bugger quelque part sinon. Pour conclure cette conférence, vous avez 11 leviers sur lesquels vous pouvez jouer. C'est des exemples sur lesquels vous pouvez assez facilement influencer votre vie. Et simplement vous observez. Vous êtes heureux? Continuez tout pareil. Vous n'êtes pas heureux, vous changez quelque chose. Tout simplement. Vous avez une boussole à l'intérieur de vous. Si ça résonne, c'est de la joie, c'est que ça va. Si ça résonne, ça coince, ça couine, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut changer. Et vous avez la main dessus. Et n'hésitez pas à vous faire aider si vous avez besoin. À vous de jouer. Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce qui vous a inspiré le plus pendant cette conférence? Avec quoi vous repartez? Un merci. Merci Samuel. Et du coup, à mon tour de vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter, d'avoir participé à cette conférence. Et je vous invite à mettre en place un seul de ces leviers, un petit pas, le PPP++, le plus petit pas possible que vous pouvez faire en prenant du plaisir. Parce que c'est vraiment comme ça que la vie, elle devient savoureuse. Merci à tous.